Bon, ben, bonjour tout le monde, rebonjour. Mon nom est Stéphane Broquet, Lire la nature, Astronomie Plus. Je vais vous présenter certains produits qu'on a en boutique. Partager l'écran. Oui, commence. C'est bon? Voilà. C'est correct. Zoom. La caméra fonctionne. Bon, là, je pensais. C'est correct. Donc, je suis avec mes collègues Simon et Alain. Donc, on va faire un survol de certains produits qu'on a en magasin, certaines nouveautés, dont le Dwarf 3 et autres. Donc, je laisse la parole à mon collègue Simon. Bonjour, c'est moi, Simon. Euh, Vous connaissez probablement peut-être déjà la AM5. Cette année, on est rendu avec la AM5N, qui dans le fond, ce sont des petites améliorations par rapport à la AM5 qui existait déjà. Entre autres, on a un nouveau port de sortie USB-C et 12 volts, donc ça va augmenter la meilleure connectivité. Vous avez aussi une meilleure connectivité avec le Bluetooth. Une nouvelle conception de base aussi va éliminer les poignées de verrouillage de l'azimut. Donc, ce qu'on pourrait voir ici, on avait des poignées de, on avait une poignée ici pour verrouiller l'azimut. Maintenant, c'est le système de ressort qui va repousser sur le trépied. Comme ça va permettre un alignement polaire plus stable, plus fluide, surtout. Vous avez aussi une meilleure capacité de charge qui va être maintenant de 15 kg sans contrepoids et de 20 kg avec contrepoids. Si je peux donner un aperçu, c'était 13 kg avant, sans contrepoids. Donc, on est rendu à 15. Puis pour comparer, on parle un Edge HD, un assez gros tube, assez lourd. On est ici à 13 kg. C'est une assez bonne chose. Aussi, on est rendu avec une erreur périodique une erreur périodique réduite. On passe de 20 à 10 secondes d'arc. Déjà là, c'est excellent pour ça. Aussi, une nouvelle caméra qui fait l'entrée dans nos produits. On a l'ASI 2600 MCR qui est superbe pour les débutants, en ce sens qu'il va combiner la technologie de l'ASI R+. Vous avez aussi une caméra de guidage qui est intégrée. Donc, vous voyez ici déjà le capteur au centre, le capteur qui va être exactement le même qu'une 120 mini. Pointer avec la souris parce qu'il y a du monde en ligne. Merci, oui. Donc, ici, le capteur principal qui est une APS-C. Puis ça, c'est un petit truc que je me suis donné, que je vous donne. La diagonale en millimètres du capteur va vous donner à peu près un grossissement équivalent avec un oculaire. Ici, avec l'APS-C, on a environ un 28 mm, si je me rappelle bien. Ça va ressembler comme si c'était un grossissement de 28 mm de l'oculaire. Donc, pour ceux et celles qui veulent avoir une image pour le visuel, par exemple. Donc, on va combiner, c'est ça, on combine l'ASIAR, donc dans le fond, qui est un contrôleur qu'on peut se connecter nous-mêmes, donc intégré. On peut se connecter nous-mêmes à travers Wi-Fi ou Bluetooth et on peut tout contrôler du même appareil. Donc, ça va réduire le filage, ça va augmenter l'efficacité et aussi, ça va réduire le temps pour se préparer au commencement de la nuit. Ici. Voici une image qui a été prise avec l'Asie 2600 MCR. Ici, la nébuleuse de la grotte, c'est assez magnifique. Puis je passe la parole à mon collègue Stéphane. Bon, excusez. Bon, tout le monde connaît les fameux SeaStar S50 qui fait fureur depuis à peu près un an et demi dans la communauté astronomique. Euh, Quand on avait rencontré les gens de ZWO au NIF il y a 2 ans, la première question qu'ils nous ont posée, est-ce que vous pensez, vous, commerçants, que le S50 va être un succès? Donc, oui, très gros succès. Bon, est-ce que c'est l'avenir de l'astronomie amateur? Je dirais en partie. Ça démocratise quand même l'astrophotographie, ça simplifie beaucoup. C'est destiné souvent aux amateurs qui veulent commencer en astronomie, pas vraiment se compliquer la tête au niveau de la mise en station, au niveau du setup, au niveau du train optique. Donc, évidemment, c'est du grab and go rapide, c'est très simple d'utilisation.
On a le prochain dans la série, le Seastar S30, qui est un instrument avec un capteur 662. On va avoir un 30 mm d'ouverture apochromatique avec une focale de 150 mm, donc évidemment avec quand même énormément de champ. C'est un appareil qui est en partie une petite copie du Vespera français. Évidemment, au prix pas mal moins cher aussi. C'est un instrument qui va être disponible normalement vers la fin décembre, mi-décembre, fin décembre. Nous, actuellement, on en a une quarantaine en commande qu'on attend et puis qui devrait arriver dans ces dates-là à peu près. Et on a, dans les caractéristiques, on a des filtres intégrés UBVR cut à double bande. On a des filtres à double bande également. On a un filtre dark et puis on a également la possibilité de l'utiliser à une distance de 6 mètres de distance, qui peut être très intéressant. Donc, c'est quelqu'un qui, par exemple, veut installer son télescope à l'extérieur, s'installe à l'intérieur, peut fonctionner sans aucun problème. Et puis, on a une mise au point électronique, bien entendu, avec des éléments chauffables pour contrer la buée. Donc, on a une batterie, une utilisation de 6 heures potentielle. Évidemment, qui peut varier selon la température ambiante, bien entendu. Quelques photos qui ont été prises avec le Seastar S30. On peut même également faire de l'observation terrestre, bien entendu. La trifide. Donc, on constate qu'un champ, le champ est énorme. L'origine, le dernier nouveau, le dernier né chez Celestron, un appareil RASA de 150 mm, donc avec une focale de f2.2, ce qui est très intéressant pour le grand champ. On a une batterie intégrée, on a un système d'anti-buée intégré également, la mise au point automatique, et on a un tiroir à filtres qui accepte des filtres de 1 pouce et quart et de 2 pouces, facile d'utilisation. L'application est très simple également. Donc, c'est un appareil qui est très, très performant, pas particulièrement bon marché toutefois, mais qui peut s'avérer quand même une belle alternative si on veut chercher un peu plus d'ouverture. Donc, on va compétitionner avec cet instrument-là, les Eviscope de Unistellar, qui est une compagnie de France également. Donc, ça peut être un appareil qui est très intéressant pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la photographie avec ce genre d'instrument-là. Euh, Oui, oui. J'ai une question ce matin à savoir, est-ce que ce télescope-là est fermé? Est-ce que la poussière peut rentrer? C'est ouvert, c'est ouvert devant, si je ne me trompe pas. Nous, Donc, il y a un on- danger qu'il y ait de la poussière sur le capteur, qu'il soit difficile à nettoyer. ben, c'est un peu. Non, je pense pas. Je ne sais pas si vous avez eu ce problème-là ou Il y a, il y a, il y a quelque chose dans le plexiglas devant, hein? entre la caméra et le miroir. Fait que comment tu échappes de quelque chose en avant dans l'objectif. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a rien qui passe. OK, good. Parce que nous, on vient d'en avoir suffisamment pour en stocker sur le plancher en ce moment. J'ai malheureusement pas eu la chance d'en sortir un, de l'essayer. Mais on avait, par exemple, j'ai essayé à plusieurs reprises le Eviscope de Unistellar, parce que c'est vraiment un newtonien de 4 pouces et demi. On a le capteur à l'avant, mais il n'y a rien qui protège en tant que tel. Mais j'ai pas eu personne qui nous a dit qu'il y a eu des problèmes à ce sens-là. Évidemment, c'est toujours bon, une bonne chose de le refermer quand on ne l'utilise plus, là, ça c'est sûr. Oups. Puis je précise à dire aussi au niveau Celestron, service est excellent jusqu'à maintenant. En tout cas, on n'a pas vraiment de problème. On a eu un client de la rive sud qui a eu des problèmes avec son origine et puis ils l'ont remplacé. Ça a été un petit peu long parce que c'est question de stock. Ils l'ont remplacé sans aucune discussion. On ne sait pas trop le problème, qu'est-ce que c'était. C'est peut-être au niveau de son firmware, mais finalement, ça s'est réglé pour le mieux pour le monsieur. Le Dwarf 3, nouveau modèle, ce qui remplace le Dwarf 2, bien entendu. On a un petit appareil très, très portable. On peut mettre sur un petit trépied photo sans aucun problème. Ça compétitionne le Seastar S30. On a 35 mm d'ouverture, 150 mm de focale. C'est un appareil avec un filtre duo band.
Et on a également là, quatre formats d'images disponibles en JPEG, FIT, et PNG. Donc, on a un appareil qui est très simple d'utilisation, qui va vous permettre de faire des grands champs. Également, l'utiliser même en version pour l'observation de la nature au mangeoire, par exemple. C'est très intéressant comme petit télescope. Ça se vend autour d'à peu près 700 dollars. Vespera, compagnie française, Vaonis. Le Vespera 2, j'ai eu la chance de l'utiliser à quelques reprises. C'est très intéressant comme télescope. C'est le fun à utiliser. L'application est vraiment superbe. Le côté didactique, c'est vraiment très intéressant. C'est simple pour partager avec les enfants, les écoles, quoi que ce soit. C'est vraiment, vraiment très, très agréable. Le Vespera 2, on a, comme tout le Vespera Pro, on a un diamètre de 50 mm, type Petzval, donc un aplanisseur de champ intégré. On a une focale de 250 mm dans les deux cas. Dans le premier cas du Vespera 2, on a un capteur Sony IMX585. Et dans le second cas, on a un IMX 676 avec un peu plus d'ouverture, 12,5 mégapixels versus 8,3. Donc, c'est dans le cas du Vespera 2, on a une autonomie de 4 heures d'utilisation. Et dans le cas du Vespera Pro, on a 11 heures d'utilisation. Très facile à transporter. On a une petite valise qui est optionnelle, un petit sac à dos. Ça se transporte partout, bagage à main, camping, quoi que ce soit. Et c'est un appareil qui est très, très intéressant au niveau design, bien entendu. Donc, ça aussi, moi, c'est un de mes préférés dans cette catégorie-là. Je trouve très simple à utiliser, c'est le fun. C'est sûr que ça enlève le côté oculaire, le côté visuel. Moi, je suis quelqu'un qui fait plus de visuel. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le côté live, si on peut dire, mais ça peut être dans cette catégorie-là. Moi, c'est l'instrument que je préfère le plus, personnellement. Simon va vous parler des montures. Je vous reviens avec maintenant les montures Wave de Skywatcher qui sont en fait, c'est relativement nouveau, hein, les montures. Ça va être le même mécanisme ce qu'on avait parlé tantôt avec la M5N, c'est-à-dire ce sont en anglais, c'est des strain wave gear, puis en français, on traduit ça par engrenage à onde de déformation. Donc, ce que ça va vous permettre, ça, ce type d'engrenage-là, ce type de montage-là, ça va être réduire le jeu infiniment. Donc, il n'y aura pas de backlash ou peu ou pas de backlash. Le rapport de transmission donc, entre engrenages est énorme pour la compacte, la petitesse de l'objet. Puis, on va avoir un couple de force important, donc un torque en français, un couple de force important pour nos charges. Donc, les deux modèles on a introduits cette année, ce sera la 100i et la 150i. Donc, ici, avec nous, ce qu'on a, c'est la 100i. Assez belle, je trouve. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, la beauté de l'objet, elle est là. On est ici avec des moteurs, ce sont des steppers, donc des moteurs pas à pas. Puis, ce qui est important dans les moteurs, ce sera pour la station droite, pour le tracking. On va parler ici d'une réduction de 81 pour 4 pour le 100i versus 101 pour 3 pour le 150i, ce qui est assez bien en détail pour ça. Ici, on est avec le mode EQ et AZ. Donc, on peut l'utiliser en façon équatoriale ou azimutale. Il suffit seulement de le mettre en azimutal aussi pour le mettre en double selle. Donc, je pointe ici, pardon. En double selle. Donc, dans le fond, on le met en azimutal. Ici, c'est inclus avec la monture. Vous avez la possibilité, pardon, ici, vous avez la possibilité de mettre une deuxième selle pour faire du côte à côte. Donc, dans le fond, on a deux télescopes en même temps. Ici, la plage de latitude, on est de 0 à 90 degrés. Vous avez une LED rouge pour l'échelle de latitude et le niveau à bulle, ce qui semble anodin, mais c'est assez bien si on oublie notre lampe ou quoi que ce soit. On est au moins capable de mettre à niveau sans bousiller notre vue de nuit. On est avec Wi-Fi et Bluetooth. On a une fonction de freinage hors tension pour l'ascension droite, ce qui est bien aussi pour la sécurité de nos appareils. Puis, vous avez aussi une fonction de position d'origine RA et déclinaison.
Pour le 100i, on parle d'une capacité de charge de 22 livres sans contrepoids, puis on est à 33 livres avec contrepoids. L'appareil, le 100i, pèse 4,3 kg comparé à 5,8 kg pour le 150i, qui, lui, a une charge de 33 livres sans contrepoids et 55 livres avec contrepoids. Et OK. Ici, une autre compagnie très belle aussi, la Warp Astron. Warp Astron qui a fait son entrée aussi cette année. Deux modèles également. On est avec la WD-17 et la WD-20. Celle-là qu'on a ici à Laval, c'est une WD-17. Donc, la grande différence avec Skywatcher que je viens de présenter, ce sera le type de moteur qui va être utilisé pour l'engrenage en ondulation. Euh, Tandis que l'autre, c'était des moteurs pas à pas qui sont assez précis, mais qui vont peut-être entrer au bout du compte un jeu de backlash. On va complètement éliminer le backlash ici avec des servomoteurs. Donc, des servomoteurs qui vont vous donner un feedback de la position de votre monture, puis ça va corriger au fur et à mesure les erreurs de suivi. La WD-17 qu'on a en avant, on parle d'une charge de 13,5 kg sans contrepoids et de 20 kg avec contrepoids. Et le modèle plus large, il est à 22 kg sans contrepoids versus 30 kg avec contrepoids. Donc voilà, à part le backlash qui est essentiellement inexistant, on parle aussi d'une réponse donc de la monture qui va être plus facile et un positionnement plus précis dès le départ aussi. Donc ça va être encore là pour réduire les jeux et les erreurs dans votre train optique. Le poids dans WD-17, on parle de 4,3 kg versus 5,4 kg pour la WD-20, ce qui est en soi pour la capacité de charge assez léger. Maintenant, on change de domaine. On parle maintenant de caméra avec Player One Astronomy, qui est une compagnie assez populaire, mais un peu moins populaire face à d'autres qu'on connaît un peu plus. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est ça. La grande différence, à part le servomoteur, ce sera la gamme de prix. Je vais le noter ici. OK. Pour ce que j'ai avec moi ici, c'est le prix. Non, j'ai le prix de tout. Euh, Skywatcher, donc la première, la verte. Le petit modèle. Le petit modèle, on est à 2290. Et le grand modèle, on est à 2960 versus la WD-17. Le petit modèle, ici, on est à 3239 et le grand modèle, 4319. Est-ce qu'ils se font ces montures-là avec des encodages? C'est une bonne question. À date, non, je ne pense pas à date. Il faudrait vérifier. C'est assez récent comme modèle, donc moi, je ne suis pas tout à fait au courant. Mais non, je pense peut-être pas, non. C'est ce que... Non, 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 non. Si WD-40, le WD-17 l'a pas, le ZWO l'aura pas. C'est bon? Donc, à nos caméras, avec Player One, qui est une compagnie qui est assez réputée, très réputée même. Elle est reconnue pour la qualité de leurs produits. On a, depuis un peu plus d'un an, ils sont dédiés des caméras de ciel profond, des roues à fil, des off-axis guiders, OAG, et d'autres accessoires. Ils produisent aussi maintenant depuis plusieurs années des caméras planétaires. Ils continuent d'innover, puis dont certaines, on a aussi une sélection de 5 caméras qui sont sorties cette année. Là, si vous vous rappelez mon truc que je me disais avec la diagonale, je me laisse noter. La première Uranus C Pro, on parle d'une diagonale de 12 mm. Donc, imaginez, vous mettez un oculaire de 12 mm dans votre télescope pour avoir une idée à peu près du grossissement. Donc, Uranus C Pro, Ares Pro CM, on est à 16 mm de diagonale.
Artemis, c'est M, on est à 23 mm, Poséidon, 28 mm et Zeus, 44 mm. Donc, on a toute la gamme ici de senseurs, de taille de senseurs pour tout le type d'imagerie que vous voulez faire. Ici. Tout le type d'imagerie que vous voulez faire, donc l'imagerie solaire, qui est aussi, ils ont amélioré, ouais, ils ont amélioré, ils ont changé le capteur ici dans la 428M, qui va être maintenant 4 fois plus, qui est rendu à 4,5 micromètres, ce qui va représenter une résolution 4 fois supérieure à celle de la Polo Max classique, celle qu'on avait avant en magasin. Donc, avec ça ici, pour le solaire, cette caméra-là, on va parler d'une 17 mm de diagonale. Pour 4,5 micromètres, on a parlé de la taille des pixels, puis avec un frame par seconde de 51. Donc, bien pour la vidéo solaire, avec un USB 3, évidemment, pour une meilleure connectivité. Ici, avec Poseidon M Pro. Donc, Poseidon M Pro qui est 28 mm. Ici, avec un Rasa 8, Poseidon C Pro, aussi 28 mm. Et Wanderer Astro, que je... Ça va bien. Comme vous voyez, si on recule de là 20 ans, quand on sortait une innovation en astronomie, on avait le temps de la digérer un petit peu. Mais quand on regarde depuis les 5 dernières années, ça commence à être un marathon qui est dur à suivre parce qu'ils n'ont pas fini de nous innover. On a vu les montures, on a vu les caméras. C'est la même chose avec maintenant les nouveaux aides, les mini-ordinateurs portables, parce qu'avant, pour éliminer l'ordinateur portable comme ça, on avait les fameux Raspberry Pi. Puis là, on s'en vient avec des modèles encore plus miniaturisés, dont le SIR que plusieurs d'entre vous ont entendu parler. Il y a les Primaluce Lab avec leur modèle Eagle. On a aussi Wanderer Astro qui arrive aussi, c'est ce qu'on appelle les Wanderer Box. Le Wanderer Box, c'est des distributeurs d'alimentation 12 volts multifonctionnels. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, imaginez que c'est un relais où on amène tous nos instruments à la même place, puis c'est tout contrôlé à partir de là, plutôt que d'avoir 50 fils branchés tout partout. Donc, on concentre tous nos branchements au même endroit. Ensuite, léger qualité industrielle avec contrôleur USB 3.1. Le Wanderer Box peut alimenter aussi votre monture, vos caméras et autres accessoires en toute simplicité. Vous avez aussi disponible du même fournisseur le Wanderer Cover Flat Panel. C'est un panneau flat motorisé. Donc, autrement dit, quand vous faites votre session de photographie, vous faites vos lights, vous faites vos darks, vous faites vos bias. Il y en a ben, qui sont comme moi, qui sont à la vieille école, puis ça marche tout le temps. Ils vont prendre le vieux T-shirt, mais ça se passe demain. Ça ne se passe pas à soir. Mais quand on est dans un site qui est le fun, ben des fois, on ne peut pas rester le lendemain. Fait que c'est commode d'avoir un flat panel comme celui-là qui est motorisé, qui nous va nous permettre d'aller faire nos flats pendant qu'on est sur notre site, au lieu de tout ramener ça à la maison, de le refaire le lendemain. Donc, il est léger, professionnel. L'encodeur intégré fournit un retour d'informations précis en temps réel sur la position du couvercle. Le modèle présenté est aussi doté d'éléments chauffants intégrés pour garder la couverture sèche toute la nuit parce que quand vous allez, surtout à ce temps-ci, l'humidité, on l'a. Hein? Fait que votre couvert qui est ouvert, là, pendant qu'il ne fonctionne pas, il va y avoir de la condensation qui va se faire dessus. Fait que là, quand il va pencher, ben, l'eau qui est sur le couvert, qu'est-ce qu'elle va penser que ça va faire? Ça va vous faire des belles traînées. Fait en mettant un élément chauffant intégré, ça diminue ce risque-là. Ensuite de ça, le réchauffeur de rosée peut être contrôlé dans la séquence avancée de Nina pour ceux qui fonctionnent avec les ordinateurs portables. Et là, c'est parce que la photo me cache, parce que je ne suis pas capable d'avoir disponible. 380 mm. Bon. 80 à 380. Merci de l'éclaircissement. Vous avez aussi le Wanderer Rotator Box V2. Il est disponible en 3 modèles. Vous avez le Mini, le Light et le Pro. C'est un rotateur motorisé léger et ultra plat. Il est capable d'une vitesse, il est capable de faire votre rotation rapidement, plus précisément, jusqu'à quand même 3,5 degrés à la seconde, quand même. Ensuite de ça, il est quand même, quand vous regardez les épaisseurs, vous avez le 10, le 12 et le 16 mm d'épaisseur. Donc,
Ça va vous permettre, parce que quand on met d'autres espaceurs, là, dans ces grandeurs, c'est plus standard, c'est plus facile à ajuster. Des questions jusqu'ici pour ces produits-là? Le bouton gauche. C'est ça que je fais. Quand je vous dis que l'informatique, ce n'est pas mon fort. Le diamètre et filetage du rotator Wanderer Pro. Le Diamètre et filetage ouais. du rotator Wanderer Pro. Diamètre, filetage en deux. Ah, ça ici, j'imagine. Non, ça ici. Ton arrêt, ce que j'entends, mes collègues, c'est ça sert du M48. Mais à partir de là, il y a les adapteurs pour la descendre à 42. Ça se fait, ça. Tu m'avais dit ici, Simon? Parce que je ben, bon, OK, je faisais pas assez fort. OK, je t'ai pas assez fâché. OK. À ça, avec les nouveaux équipements qui arrivent, qui ont commencé à arriver sur le marché des photofixeurs électroniques. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y en a déjà qui sont sortis, mais il y a des nouveaux fournisseurs qui ont décidé d'embarquer sur le train de l'automatisation. Et on commence à voir arriver les moteurs de la compagnie QHY. Le modèle standard s'installe sur le côté de l'axe standard d'ajustement du télescope et ça ne permet pas un ajustement manuel. Un peu backlash peut être calibré avec Nina. Donc, si vous voyez qu'un backlash, quand vous l'utilisez, dans Nina, vous allez pouvoir le calibrer. Le modèle d'haute précision s'installe de l'autre côté et peut aussi être ajusté manuellement sans alimentation. Presque aucun backlash parce qu'il n'y a pas d'engrenage de réduction. J'entendais quelqu'un qui parlait de backlash. Gênez-vous pas, c'est gratuit les questions aujourd'hui. Oui. Non, mais quelqu'un qui ne sait pas, c'est correct. C'est que quand vous prenez vos photos, moi, dans ma compréhension, parce que moi, je n'en utilise pas, mais dans ma compréhension, puis corrigez-moi pour ceux qui le savent, c'est que des fois, quand vous voulez recadrer votre photo, surtout ceux qui ont des capteurs rectangulaires, des fois, elle n'est pas dans le bon angle. Le rotator va vous permettre de le faire mécaniquement, parce que si vous le faites manuellement, parce qu'il y a certains télescopes, on peut le faire manuellement, ça risque de dérégler l'alignement polaire. Ça risque de le tasser un petit peu. Parce que vous savez comme moi que 1 millionième de pouce ici, c'est 300 000 km là-bas. Puis là, 300 000 km, je me fais dire, et même plus, mais je suis conservateur. Aucune affiliation politique en passant. La capacité de... Pour les mosaïques, de détourner les panneaux qui restent par Bien, c'est ça aussi pour les aligner, pour être certain. C'est ça. Le faire à la main, puis ça le fait pour essentiellement, c'est ça. Merci beaucoup. La capacité de charge, parce qu'il y a quand même une force que ça prend pour tourner tout l'appareillage et tout ça, ça peut aller jusqu'à 10 kg pour le standard et 7,5 kg pour celui de la haute précision. Vous avez aussi le produit d'entour, le Minicam 8, qui comprend un refroidisseur TE complet, capable d'atteindre une différence de température de 45 degrés Celsius par rapport à la température ambiante, ainsi qu'une roue à fil intégrée à 8 positions. Donc, les ajustements, des fois, parce que des fois, quand on fait notre train d'imagerie, on va avoir nos espaceurs, notre caméra, notre télescope. Mais celui-là, la roue à fil est déjà intégrée dessus. Donc, une affaire de moins à s'occuper. Donc, la roue à 8 positions, vous avez tout compris que ça permet une imagerie complète pour les monochromes en LRGB et SHO. Ça vous même laisse la place pour mettre un dark pour ceux qui veulent en avoir un. Le capteur intégré, c'est le IMX 185 et de grosseur de 1,5 pouce et les modèles sont disponibles autant en couleur que monochrome. Jusque-là, ça va? Je ne vous ai pas trop perdu? Hey. Moi, ce qui me passionne, c'est que si on recule de 7-8 ans, comment vous pensez qu'on payait ça, un triplet? Assez cher, merci. Puis aujourd'hui, avec ce qu'ils ont sorti, ça évolue, on a la compagnie Ascar qui arrive avec des modèles, dans ces modèles-là, qui arrivent, c'est des triplets, ils sont quand même assez abordables. Vous avez différentes grandeurs, comme vous voyez, le 103, le 120, le 104, le 185, le 203, tous avec
des ouvertures plus grandes pour permettre une plus grande capture de lumière, et les focales qui s'allongent en même temps proportionnellement à la grandeur du diamètre du télescope. Avez-vous besoin que je donne des détails là-dessus, sur le télescope, le design comme tel? La qualité du verre, au meilleur de mes connaissances, Sharpstar n'a pas glissé un mot là-dessus. Non, on n'a pas glissé. Mon opinion personnelle, et ça n'attache pas Astronomie Plus là-dessus, c'est probablement du FPL 51. C'est ce qui est le plus basique. Maintenant, il y en a qui vont dire, est-ce que l'FPL 51, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Mais vous, on vous donne une belle réponse à tout ça. Quand vous regardez dedans, c'est-tu beau, c'est pas beau? Moi, je ne me porte pas l'attention là-dessus. Je regarde, ça fait-tu la job ou ça ne la fait pas? Ces télescopes-là, c'est la chance qu'on a d'avoir des triplets qui sont à des prix abordables pour le diamètre qui est offert. Bien entendu, avec ces télescopes-là, il y a des options qui sont disponibles, dont des réducteurs et aplanisseurs de champ. Dépendamment du modèle, il y a les aplanisseurs et les réducteurs ils ont chacun leur modèle pour aller avec ça. Donc, c'est possible de réduire la focale. Moi, je ne suis plus là. Change-le pour moi, j'arrête. Je pèse dessus. Pour donner une idée, là, un 103 mm à peau, c'est à peu près 1400 $. On est loin pour être précis, 1349. On est loin de Takahashi, on est loin de Télévue, on est loin de Tech. Puis rappelez-vous des premiers esprits qui ont sorti. Là. Toutefois, c'est un beau rapport qualité-prix. Et voilà. Les petits réfracteurs astrographes n'échappent pas à l'évolution technologique qu'on a d'aujourd'hui. La compagnie Ascar a sorti des petits réfracteurs, des quintuplets, à ouverture de 55 et 85 mm. Design Petival tous les deux, donc aplanisseur de champ intégré. Rappelez-vous, quand il faisait la publicité du Red Cat, quand ça a sorti, c'était petit, c'était tout intégré. Pour ceux qui font de la photographie, qui veulent commencer, ce qui est le fun, ils n'ont pas besoin de dépenser un surplus. Tout est là. Tout est déjà intégré. Le fait qu'il y a 5 lentilles, donc l'image est encore mieux corrigée, les aberrations sont encore mieux corrigées. L'aplanisseur de champ, ben, ça va permettre d'enlever la courbature du champ qu'on est habitué de voir. C'est déjà intégré, donc on n'a pas à s'en inquiéter. On n'a pas de verre supplémentaire à rajouter à l'arrière et calculer un nouveau back focus. Et si vous remarquez, il y a 2 bagues noires sur le télescope. Vous pouvez ajuster le macro et le micro-focuseur dessus. Contrairement au Red Cat de la première génération qui était hélicoïdal, qui faisait les deux en même temps. Celui-là, il fait séparer. Si vous regardez dans le 85, c'est la même chose. Et le 85, lui, il peut faire du full frame. C'est la beauté de la chose. J'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? La lentille d'ouverture, la 22. Et c'est comme je disais, aucun back focus à calculer, donc on est aux alentours de 55 mm. Comme vous voyez, là, bon, c'est parce que là, je ne peux pas le montrer, il est dans le moto pour les gens qui sont à la caméra. Il y a les 2 anneaux noirs, ceux qui sont à la caméra ici, que je parlais tantôt pour le micro et le macro-focus. Vous les voyez ici et là. Ça, c'est un exemple de genre de photographie que vous pouvez aller chercher. OK, il y a du Photoshop, il y a ce que vous voulez là-dedans, mais quand on regarde la grandeur du champ puis la qualité de l'optique, ça vous donne quand même une bonne idée. Ici. Des appareils de mise au point sont compatibles sur ce télescope-là. Vous avez l'Astro Asis Oasis, le focuseur de QHY, le Focus Cube de Pegasus, vous avez le TwoTech et vous avez le Eoptron EAF et, tu m'as dit, le ZWO parce qu'on voit sur la photo en haut à droite. Donc, tous ces focuseurs-là sont compatibles avec ces télescopes-là. Donc, ceux qui ont déjà des focuseurs, bien, probablement que vous avez une chance d'avoir dans ces marques-là. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter un autre, d'acheter des adapteurs pour aller avec. Ça va faire. Je ne l'ai pas. Hein? Je ne l'ai pas. Et voilà. On arrivait tantôt, je vous parlais des petits ordinateurs qui nous permettaient d'aller de prendre notre astrophotographie sans utilisation de portable.
On est habitué de voir les produits de Prima Luce, dont les modèles Eagle, et on est habitué de voir les produits ZWO, les ASIR, qu'on entend parler beaucoup. Il y en a un nouveau qui arrive sur le marché, qui a commencé à faire son chemin. C'est la compagnie StellarMate, le modèle Pro 64 GB ou 128 GB. C'est une alternative abordable au Prima Luce Eagle ou le ASIR. On est comme entre le ASIR et le Prima Luce en termes de gamme de prix. C'est un contrôleur d'histographie de classe observatoire. C'est ça qui est intéressant, parce que le ASIR ne peut pas nécessairement vous permettre, mais lui va vous le permettre. Le StellarMate Pro est un contrôleur d'astrophotographie avancé de classe observatoire. Il s'agit d'un centre de commande puissant, compatible avec une large sélection d'équipements d'astronomie de différents fabricants. C'est ça sa force, c'est ça qui est le fun. Je ne suis pas en train de dire que ZWO, c'est pas correct, ça fait très bien le travail. Moi-même, j'ai des équipements ZWO et j'adore ça. Mais pour ceux qui ont déjà de l'équipement et qui veulent avoir une alternative à Prima Luce, celui-là, c'en est un parce qu'il va vous permettre d'utiliser l'équipement que vous avez déjà. Donc, vous avez 4 sorties 12 volts, 2 prises RCA pour les bandes chauffantes et une pour les tensions variables. Les bandes chauffantes, c'est le fun parce qu'il y en a qui sont... vous avez des modèles comme SV Bonnie qui sont en modèle USB, mais vous avez des modèles comme AstroZap qui sont en prise, moi j'appelle ça VGA, le style VHS, quand on branche après la télévision. Là, vous allez pouvoir l'utiliser sans prendre un port USB 2. Vous allez le garder libre, ce port-là, pour autre chose. Ensuite de ça, vous avez quand même 8 GB de RAM et le SD rapide de 64 ou 128 GB. Vous avez 4 ports USB 3 et 2 ports USB 2. Fait que vous avez 6 ports. Vous avez, il peut fonctionner soit par HDMI, Ethernet, GPS, Wi-Fi avec antenne externe. Le boîtier, bien entendu, est en aluminium et il est déjà préchargé SMOS, donc il n'y a aucun autre logiciel tiers qui est nécessaire. Oui. C'est alimenté comment? 12 volts. 12 volts adapteur, 12 volts, c'est ça. Si vous suivez sur YouTube Cuivre de Lazy Geek, il a fait une revue sur ce produit-là, puis lui, il en était quand même impressionné. Quand même. Au début, c'est l'interface, mais il s'y retrouve assez vite. Quand on regarde ce qu'il fait, là, ça va quand même assez bien. C'est assez convivial. C'est un produit qu'on fait venir du Koweït. Ouais, c'est le fournisseur. Je plante encore. OK. Ici, on va revenir avec une monture. Avant d'aller plus loin, je me rappelle, on avait posé une question hein, ce qu'on avait en encodeur double sur la WD. De mémoire, il n'y en aura pas parce qu'on peut seulement le contrôler avec notre manette, avec l'ordinateur, électroniquement. On ne pourra pas le contrôler comme la personne de Dobson, qu'on veut y aller manuellement et tout. Donc, il n'y aura pas deux encodeurs. Tous les encodeurs sont dédiés à l'électronique déjà principale. Donc, déjà là, c'est ça. Puis, dans la même lignée, allons-y avec une autre monture, maintenant la M-Cam Astro M31 Pro, qui ressemble, vous voyez là, elle ressemble beaucoup à la AM5 de ZWO. Et en fait, elle est là avant la AM5 même, AM5 AM3, qui a été lancée, la M31 est lancée en 2021. Elle a brillé de mille feux. Fiable. OK. Elle est fiable, haut de gamme, haute performance, avec une capacité de charge, elle, de 15 kg sans contrepoids, 20 kg avec contrepoids. Vous parlez d'un poids de 4 kg, ça s'enligne un peu la même chose que les autres montures qu'on vous a présentées un peu plus tôt. Elle, ce qui est intéressant, elle est compatible avec PoleMaster, mais aussi PoleMaster et iPolar. Donc, dans le fond, pour rajouter une caméra dédiée pour l'alignement polaire, ce qui peut être un bon surplus à avoir. Vous avez aussi de moins 15 degrés à 40 degrés Celsius de la température de son fonctionnement. Elle est soutenue par Asgard, Ascom, Nina, PHD2, tous les logiciels qu'on connaît. Puis elle aussi, elle a un mode alt-azimutal et puis un mode équatorial. Donc, pour le ratio, je pense que vous vous rappellerez, j'ai parlé un peu de ratio des engrenages parce qu'on parle aussi encore d'un engrenage à déformation. Ici, le ratio, il est de 1% pour 1% dans le ratio de l'ascension droite, 1% aussi de celui de la déclinaison. Je vous le rappelle pour comparer avec la WD-20, par exemple, la Warp Astron 20, qui était le modèle de haute charge de Warp Astron. On parle de 120 pour 1 de
à station droite et 100 pour 1 déclinaison. Donc, on est aux alentours, c'est pas la même chose. Warpastron est un peu plus précise. Celle-là, à moins cher, on est à 2800 versus 4000 et quelques pour la Warpastron. Donc, amplement suffisant pour faire de la photographie, puis faire du visuel, il n'y a absolument aucun problème. Mais encore une fois, ça va être une utilisation strictement électronique, donc pour la contrôler. Ici, un dernier mot, la selle, elle est au duo, elle est double, comme les autres que je vous ai montrés un peu plus tôt, c'est-à-dire elle supporte le Vixen et le Losmandy, donc les deux principales utilisées. Donc, ça peut éviter des surprises comme ça. Maintenant, pour combler le pont entre l'astrophotographie et le visuel, ben, Pegasus nous présente, qui s'en vient éventuellement, c'est pas encore sorti, mais le Smart Eye. Donc, le Smart Eye, dans le fond, c'est très prometteur parce que ce que ça vous permet, c'est d'offrir au petit télescope, euh, d'offrir à vos petits télescopes un instrument très puissant qui va augmenter, dans le fond. Ça va faire du live stacking d'un oculaire électronique. Donc, ce que ça permet d'être aussi, c'est, ben, on le voit, hein? On le voit ici, un capteur principal qui est une IMX 533. Et ça, IMX 533, on est à, 16 mm de diagonale, donc environ un oculaire de 16 mm. Donc, le capteur qu'on voit ici, ça va vous permettre d'être à la fois du live stacking pour faire du visuel ou plutôt de l'astronomie assistée électronique, EAA, ou aussi on peut l'utiliser comme une caméra dédiée, une caméra astronomie dédiée. Donc, avec ça, c'est versatile. On va pouvoir aussi capturer des fichiers RAW, comme on avait parlé un peu plus tôt, des fichiers RAW. USB-C, ça va être aussi compatible avec ASCOM, Sky Safari, avec Sky Safari pour pouvoir finalement projeter nos observations sur un écran. Donc, on observe et en même temps, on projette sur un écran à côté. Donc, ça peut faire pour la sensibilisation, pour d'autres personnes qui sont peut-être intéressées à l'astronomie, mais qui veulent voir quelque chose rapidement. Ça peut être intéressant pour ça. Détail. Oui, oui. On regarde dedans, Oui. on voit l'image projetée par vous voyez comme. Imaginez un oculaire qui fait du live stacking. Imaginez un oculaire qui. Oui, ouais, c'est vrai, on a une image. On a une image ouais, à vous montrer, merci. Vous voyez, ça ressemblerait à ça. On a une vidéo aussi. Si vous êtes intéressé, allez voir en ligne, allez voir vous verrez une vidéo sur YouTube. On ne l'a pas inclus, malheureusement, mais la vidéo présente justement à quoi ça va ressembler. Donc, c'est vraiment comme si je mettais mon œil dans l'oculaire avec le cercle, le field stop, puis on va voir au fur et à mesure du temps l'image apparaître comme ça. Donc, C'est un peu comme les discours. C'est la même chose. Avec la version rectangulaire dedans. Dans le fond, vous allez regarder un écran. C'est ça, même chose que les biscops. mais dans un Ça sens. apparaît le plus fort dimanche qu'un zoom, mettons, un assistant fait apparaître sur son téléphone. C'est ça. Sauf que là, tu regardes dans le télescope. Ça fait que techniquement, ça transforme n'importe quel télescope C'est en ça. télescope stacké. C'est ça. Puis ça donne l'investissement. Je me sens plus investi, j'aurais l'impression, dans ce type d'astronomie-là qu'avec un Seastar, par exemple. C'est à discuter. Oui. L'optique qu'il y a finalement entre l'écran et ton œil, as-tu un effet de grossissement là-dedans? Ben, C'est le capteur. C'est le capteur. Non, ce que je veux dire, c'est Ouais. que l'écran en tant que tel, est-tu grossi? Puis si oui, est-ce que tu es capable de voir les pixels individuels? Non, c'est ça. C'est refroidi. J'ai oublié de dire que c'est refroidi. Donc, déjà là, ça va réduire le bruit. Donc, il y a ça à prendre en compte. Il faut aussi savoir si c'est un produit qui n'est pas encore sorti. Donc, les informations sont. Mais si je peux me permettre, Simon. Je vois les pixels, pas du tout. Oui, non, c'est ça. Mais je suis très sûr qu'ils ont pris ça en compte pour pas justement que ça arrive, pour avoir Si tu me permets, Simon, Oui, oui. juste apporter un éclaircissement. Comme vous avez vu, la photo d'avant, c'est un capteur carré. OK? Ouais, Le capteur carré, là, je vous amène une petite comparaison. La ZWO 533, elle a un capteur carré. Le fait que le capteur est carré, quand vous arrivez, vous allez le visionner, lui-même, ce capteur carré-là va déjà ajuster l'image. Comment je peux dire? Il va le grossir.
de lui-même pour le faire fitter dans la grandeur d'image que vous avez besoin de voir. Fait qu'il va, il va grossir ce que vous regardez. C'est ça que vous allez voir. À savoir, allez-vous voir les pixels individuels? Ben là, vous allez peut-être, quand vous allez transférer ça dans votre ordinateur à vous, ben là, vous allez, en grossissant du zoomant, vous allez les voir, comme n'importe quelle caméra. Là. Non, ben c'est. Ouais, c'est ça. Les pixels. Quand on regarde là-dedans, est-ce qu'on voit les pixels individuels de l'écran? Est-ce que, tu sais, mettons un Retina display Ouais. les pixels sont tellement petits, tu ne peux pas les voir. Ouais. Ça devrait être la même chose. Quand tu regardes dans un appareil photographie, en fait, c'est le même principe, c'est un écran que tu regardes et on ne voit pas les pixels. C'est ça. C'est ça. Dans un léviscope, tu ne vois pas les pixels non plus. Aussi petit. Même si vous regardez un système. Juste pour compléter, fermer la boucle sur cette question, quand vous regardez un C-Star, vous ne voyez pas les pixels, vous voyez la photo. C'est le même principe. Non, c'est Il faudrait que l'écran ait vraiment une mauvaise résolution. Je pense que ça va quand même se vendre dans les 2 000 à 3 000 là. Mais là, en ce moment, aux alentours de 2000 qu'ils annoncent ça. Ouais. Donc, ça va, comme tout. Ouais, Comme tout, ça reste à voir. L'avenir nous le dira. Donc, au final, pour conclure avec ça, c'est un pont qui relie l'astronomie assistée électronique avec le visuel, avec la sensibilisation en général. Donc, voilà pour ça. OK, on enchaîne, comme on dit. Bon, William Optics. Vous vous rappelez que la première génération du Red Cat qui était avec focuseur hélicoïdal, ben, comme la compagnie s'est aperçue que ce petit télescope-là était quand même assez populaire, avec des gens qui voulaient avoir des grosses caméras qui étaient capables de mettre avec ça, on voulait réduire au minimum l'effet de flex dans le tube. Donc, l'innovation qu'ils ont rajoutée au Red Cat, c'est d'introduire le focuseur qui va être à l'intérieur du tube. Donc, au lieu de pivoter comme ça quand on fait le focus, quand il y a du poids, c'est le tube au complet qui va voyager au complet de long en large. Donc, ça diminue de beaucoup le flex du tube. Je vous saute les grandes lignes. C'est sa nouvelle conception qui fait qu'il va être capable de prendre des appareils plus lourds. C'est ça l'affaire. Donc, c'est plus le focuseur comme tel. Avant, anciennement, le focuseur prenait tout le poids, mais maintenant, comme le focuseur est intégré à l'intérieur du tube, qui est plus fort, donc c'est tout le tube au complet qui prend le poids et non plus juste le focuseur. Donc, conçu dès le départ avec la capacité de gérer la nouvelle génération des caméras refroidies de grande taille, lourdes et de haute résolution. Le mouvement du porte-oculaire intégré à l'intérieur de l'ensemble du tube principal, de sorte qu'il n'y a aucun mouvement du tube télescopique, du porte-oculaire visible de l'extérieur. Donc, quand vous allez tourner les boutons, vous n'allez pas voir quelque chose qui avance ou qui recule de l'extérieur. Ça se fait tout à l'intérieur du tube. Un peu comme un chevet de casier. Ensuite, les nouveaux télescopes, le Pléiade qui est sorti récemment. Ce qui est bien avec ce télescope-là, c'est qu'il vous permet c'est un sextuplet, 7 éléments. Avant, ça prenait tout pour en avoir 3 lentilles, maintenant on est rendu à 7. Plus il y a de lentilles, plus ça corrige. Ça coûte cher. La vitre coûte cher, effectivement. Donc, c'est un astrographe. C'est un astrographe à 7 éléments avec une distance focale quand même de 260 mm, avec un diamètre de 68 mm et une ouverture de 3,8, donc qui permet des expositions plus rapides. Le cercle d'image est quand même de 48 mm, donc il peut prendre pleine grandeur. L'aplanisseur des champs, il est déjà dedans. Vous avez déjà les adaptateurs de caméra M48 et M54, notamment pour ceux qui ont vu le produit de la ZWO Duo qui a besoin de plus grand. Donc, vous avez les adaptateurs qui vont aller avec. Il est compatible avec le focuseur électronique et le voyage de concentration, c'est l'échelle est de 0 à 50 mm. Le vert est du FPL 53. C'est la différence avec le Red Cat. Le Red Cat, il y avait en avant et en arrière, qui était FPL 53. Lui, il en a plus. Et il est livré avec, bien entendu, avec un sac de support, la queue de ronde, les guidons et les adapteurs qu'il faut avec. Les gens étaient tellement satisfaits du Red Cat 51, mais il y en a qui ont exploité le filon et ont dit on va en faire un qui est encore plus petit. Donc, on a sorti le Mini 451, dont sa focale est de 178 mm. Donc, à très large champ, une ouverture de 51 mm,
avec un focal de f.3, avec le même principe de focus interne que j'expliquais la diapositive d'avant, avec 6 éléments en 2 groupes. Le cercle d'image est de 43,2 mm, quasiment un plein de grandeur. Le prix au détail est de 1212. Pour la photographie à grand champ ou ceux qui veulent capturer plusieurs cibles en même temps, c'est sa force. Oui, c'est vrai qu'il est beau en rouge. C'est vrai. Hey. Takahashi, disons qu'on est dans le haut de gamme. On n'est pas dans le. Oui. Les Pléiades, ils n'ont pas de réducteur fonctionnel. Je pense pas. Non. À 260 mm, il est encore réduit. Je pensais plus au 111. 111 mm. Okay. Par rapport au grand, honnêtement, Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. je ne pourrais pas dire. Je vais vérifier, mais je pense que oui. Je crois. Je crois. Je suis très réserve. Takahashi, le FCT 65D. Évidemment, on est dans le haut de gamme. Bon, c'est un superbe, c'est un des derniers produits Takahashi. Takahashi n'est pas une compagnie qui produit énormément de nouveautés, mais on parle d'un appareil de 65 mm d'ouverture. C'est un char d'assaut en réalité. C'est très, très robuste. Focal de 400, ouvert à f6.2. Très, très portable. 95 mm de longueur. Euh, on est vraiment vers quelque chose qui est, bon, évidemment, un triplet avec une très, très belle correction du chromatisme, bien entendu. Et on a un verre au fluorure de calcium qui est très, très bien au niveau de la résolution. Bon, un appareil relativement dispendieux, évidemment, comme tous les produits Takahashi. Et Antlia, ça, c'est les modules solaires au calcium. Donc, on a ça, c'est sorti il y a quelques mois déjà. On a un ensemble de filtres réduisant la lumière pour réduire la pénétration de la chaleur solaire pour un fonctionnement sûr pendant l'imagerie solaire, spécialement conçu pour améliorer le contraste de l'imagerie pour les plages, les ponts et lumière, pardon. Les caractéristiques importantes de la ligne CAC, 393,3 nanomètres et les taches solaires. Donc, on a des lentilles Barlow de 2, 3 et 5 fois qui sont disponibles en option, bien entendu. J'abrège. Donc, ça, c'est les. Ouais, ça, c'est ce qu'on a ici. Ce pas des appareils qui se vendent énormément, toutefois. Par contre, ceux qui en ont bien apprécié, mais le calcium, c'est un petit peu moins. L'observation en calcium est un petit peu moins populaire. Par contre, on a un niveau de contraste qui est très intéressant, là. Petite chose intéressante aussi, le Hocal, le 3.0 Max, ils ont d'autres modèles également, le Hocal Pro, c'est des appareils pour faire la collimation sur un cellulaire. C'est une petite caméra en réalité avec une cible. Donc, on a quelque chose qui est très, très, très précis, relativement très portable, relativement abordable. Fonctionne très, très bien avec les neutroniens et les riches chrétiens. Quelqu'un me posait la question si ça fonctionne sur les Schmitt Cassegrain. On me dit que oui. Toutefois, j'émets des doutes. Mais on a quelque chose qui est très intéressant puis relativement abordable. Ça se vend autour d'à peu près 200-300 $. C'est la fin. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Oui. C'est ton truc au calcium que tu as montré juste avant, ça fait trop bien, ça peut être. C'est autour d'à peu près 500 $ si je me trompe pas. Oui, oui. C'est ça. Sur des lunettes. C'est ça la beauté de la chose. Il faut faire attention, par contre, il y a certaines conditions. Des fois, il faut pouvoir mettre un Energy Rejection Filter et Oui. Energy Rejection Filter, un filtre supplémentaire pour enlever une partie de l'énergie de la chaleur solaire. Parce que si le télescope est trop grand. Ça fonctionne seulement que sur des lunettes, pas sur les Schmitt Cassegrain, pas sur les Maxuda, rien de ça. C'est le même principe des Ford.
On regarde. Ah non, non, je disais 500, je suis un peu conservateur. 1188. Ça, c'est le point. Ça, c'est le gros modèle, c'est ça. Le plus petit modèle ici à 200. On a un modèle à 200, un autre à 451. La grosse différence, un avantage que je donne par rapport au Quark, la compagnie Daystar, c'est que le Antlia n'a pas besoin de chauffer. Oui, c'est ça. C'est ça la beauté de la chose. De le refroidir, tu veux dire. Ben, chauffer, refroidir, là, C'est ça. on a besoin de se chauffer. Parce que moi, dans ma connaissance, c'était chauffer pour stabiliser la chambre. Après, c'est chauffer. Chauffer. Fait on n'en a pas besoin. C'est le gros avantage. Bon, il y a une question en ligne. Est-ce que le Smart Eye est utilisable avec un télescope comme le T14 avec une longue focale de 3910 mm? Pourquoi pas? Je ne verrai pas d'objection pour l'instant. Comme je disais, imaginez un 16 mm qu'on met dessus. À moins qu'il y ait des détails contradictoires dans les prochains mois. Je pense que oui. Donc, ça marche. Ça marche. Ça devrait aussi attendre. On peut s'attendre peut-être à la restriction pour que le télescope fasse son suivi, mais ça va être les mêmes contraintes que notre plan visuel aussi. C'est ça. C'est ça. Pour une autre question maintenant de la part de Gilles. Pour le Seastar ZWO introduit cette année le S30, une version simplifiée du S150. Y a-t-il des plans pour un S50 amélioré Non. avec un capteur plus sensible, genre S60? Non, le prochain sera sans doute un appareil un peu plus gros, peut-être un 80 mm. C'est dans les cartons, mais on ne sait pas quand. Moi, personnellement, j'aurais été monsieur ZWO, j'aurais plus sorti un 80 mm qu'un 30 mm, mais ils vont démocratiser le produit. Je veux dire, ça se vend, je ne sais pas, 400 quelques. C'est ça. Ils veulent vraiment prendre le marché là-dedans. Parce que je suis certain qu'ils ont sorti le S30 pour faire compétition au Dwarf. Il a tout juste sorti son 135 mm d'ouverture. Donc, ça doit jouer là-dedans. De la part de Denis Mainville, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le ZWO Camera Angle Adjuster? Camera Angle Adjuster. Je pense que c'est la présentation. Pas sorti, ça. C'est ce qu'on avait parlé tantôt. C'est ça, ça n'a pas. C'est des cartons, ça aussi. Là. C'est ça, puis tout le monde en parle, mais ça aboutit pas. Ben, c'est souvent, c'est des choses que nous, on sait 2 mois d'avance, mais il ne faut pas qu'on dise à personne. C'est un peu comme ça. Là. Une autre question de la part de Régia, je suppose. Quelle est la résolution du Celestron Origin et la grosseur du capteur? La résolution Celestron Origin. 5 ouais. Non, la résolution du capteur, je pense que c'est 5 mégapixels. La mémoire est bonne, on est autour de ça. Le capteur, ouais, le capteur, c'est. On l'a pas noté. C'est pas noté, mais allez voir, j'ai lu, c'est là. allez voir sur notre site, toutes les spécifications techniques sont toutes écrites dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle à ce sujet-là? Une fois, 2 fois, 3 fois. Origine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, en fait, c'est un Sony IMX 178 NQJ. Qu'est-ce qu'ils disent? Pas mal rien que ça. Puis je regarde ici. Bon, la grandeur des pixels, la grandeur de 3096 par 2080. La grandeur des pixels, 2,4 microns par 2,4. Ben, si tu multiplies les deux chiffres, tu vas avoir le mégapixel. C'est ça. Il est là. OK. Bon, ben, merci. Donc, ceci termine le côté des présentations pour le colloque 2024. Maintenant, Jocelyn, je pense que je te passe la parole pour finaliser les affaires. Là. Ouais, merci.